Bonjour à tous, c'est déjà l'heure de la 21e édition de Ring de Bell. Je suis Mike et à mes côtés, Monsieur Chou. Ça va bien aujourd'hui? Bah oui, ça va toujours. Oui. Donc, déjà un autre pay-per-view. Bah ça passe vraiment vite et j'ai l'impression que je sais pas où c'est le temps qui s'accélère ou j'ai pas l'impression qu'il y en a un tous les mois. Mais surtout en octobre, il y en a deux, donc c'est plus rapproché. Je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression que ça donne moins de temps à préparer les histoires. Bah déjà ça et ça donne aussi à mon sens moins de crédit au quand même au Survival Series qui arrive. Ce que j'aurais préféré, moi, c'est qu'il en fasse un à chaque mois, parce que là, on n'en a pas du tout en mars. Donc, ça aurait peut-être été mieux séparé s'il y en aurait justement un à toutes les 4 semaines, autrement qu'à toutes les 3 semaines, comme on a en fin septembre, début octobre, mi-octobre, comme on va avoir. Bah pareil, surtout que j'ai vu que récemment ils ont comment dire, qu'il y a une baisse de l'indice d'écoute de tous leurs shows. Donc je sais pas comment ça se passe pour eux. Enfin. Moi, je trouve ça étrange, surtout que l'histoire, je trouve personnellement que c'est mieux depuis quelques semaines. Ouais, enfin moi personnellement je trouve ça pas spécialement mauvais, mais j'ai trouvé ça assez paradoxal que les indices d'écoute baissent comme ça. Mais enfin, c'est pas bien Donc, grave. on va revenir aux prédictions dans quelques minutes, mais avant, il y a une gimmick que tu as envie de discuter depuis très longtemps. Non, pitié, pas ça. Pas ça. Pourquoi tu me tortures comme ça, Mike? Parce que c'est toi qui l'as proposé. Je sais, je me torture moi-même. Donc, bah, cette gimmick, c'est le Shockmaster. Je suis désolé. Pour ceux qui connaissent, vous comprendrez pourquoi je me marre tout seul comme un imbécile. Et Mais pour ceux qui connaissent pas, c'est abusé, c'est abusé. Ben, disons qu'on pourrait dire que c'est un début qui est très loin d'en passer inaperçu. Oui, faut que j'arrête de rire tout Mais, seul. On pourrait mais croire juste que pour faire ouais, on pourrait croire que je me force, mais non, c'est rien qu'à y penser déjà. on aurait dit que la WWE voulait faire quelque chose d'assez important avec lui parce que, si tu te souviens, il était incorporé au combat de Sting, Davey Boy Smith et Dustin Rhodes, Oui. que vous connaissez mieux sous le nom de Goldust peut-être, Et, contre l'équipe de Sid Vicious, Vader et Harlem Heat. et c'était au pay-per-view Fall Brawl en 93, il me semble, Oui, si ma mémoire. exactement. Et chose amusante, c'est que ben, pour expliquer un peu le truc, bon, le Shockmaster porte un casque. On va dire un masque, si vous préférez. Et sous le masque, en fait, c'est un lutteur qu'on connaît sous le nom de Tugboat ou Typhoon. Oui, dans les Natural Natural Disaster. Disaster. Voilà. Et en fait, ben, en 93, il a quitté la WWF pour partir à la WCW. Et ils ont voulu en faire un personnage important sous le nom de Shockmaster. Donc il devait, comme tu dis, rejoindre l'équipe de... Ah, c'était Davey Boy Smith, je crois. Ouais, Davey Boy Smith, Sting et Dustin Rhodes, qui devaient Voilà, remplacer Hawk des Road Warriors. voilà. Donc ils avaient, comment dire, fait une sorte de... C'est pas une sorte, c'est une promo tout simplement. Mais c'était dans un segment à Flair for the Gold, qui est un peu l'équivalent du Piper Piss de Roddy Piper, mais pour Ric Flair. Donc en fait, le Shockmaster devait euh, exploser un mur en carton pour donner une sorte d'arrivée à la fois dramatique et impressionnante. Sauf que c'est là que l'histoire commence et ça devient intéressant. C'est lors des répétitions, tout allait bien. D'ailleurs, il y a une vidéo, je pense, c'est Dusty Rhodes qui raconte ça. Et si vous comprenez l'anglais, regardez cette vidéo, c'est une perle. Vous la trouvez à mon avis assez facilement. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté un tube en acier à la base du mur en carton. Ce qui fait que quand le Shockmaster a voulu traverser le mur, et ben, il est tombé tête la première sur le sol. Son casque roule. Et il y a une seconde à peu près de délai, le temps qu'il comprenne ce qui se passe pour remettre son casque sur sa tête. Et si on met le son très fort sur la vidéo, on peut entendre, je crois que c'est Dusty qui dit, il est tombé droit sur les fesses ou un truc comme ça. Ça, c'est Davey Boy Smith, je pense que C'est tu... David Bowie, ouais. Oui. Je sais qu'on entend, qu'on entend quelque chose. Puis Booker T il dit Who is this motherfucker? Oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Oh, finesse. Mais c'est quelque chose d'assez épique et c'est devenu, comment dire, c'est devenu super culte. Il y a même des t-shirts du Shockmaster qui se vendent sur internet. Il va falloir que je pense à Mais en commander un.
ce que tu disais sur Dusty Rhodes dans l'émission Legends of Wrestling qui était diffusée sur la chaîne de la WWE, ce qui s'est passé, c'est David Crockett qui a décidé de rajouter la poutre, mais sans avertir le Shockmaster. Et bah, pour ceux qui sont fans de, je crois que c'est la série Battlestar Galactica, c'est ça. Parce qu'en fait, le Shockmaster, il porte un masque un casque plutôt de Battlestar Galactica, si j'ai pas de bêtises. On dirait un mélange de Stormtrooper de Star Wars avec des paillettes argentées, c'est assez étrange. Mais est-ce que tu sais c'est qui faisait la voix de Fred Ottman? C'est Ollie Anderson, je crois, qui faisait la voix du Shockmaster, non? Ouais. Ouais, il me semble bien, ouais. Alors, ce qu'il y a de rigolo, c'est que, comment expliquer ça? Donc, il s'est cassé la gueule, donc tout le monde l'a vu qui c'était vraiment. Et au pay-per-view d'après, ils ont carrément abandonné la gimmick. C'est-à-dire, je sais pas si tu te souviens, ils l'ont fait apparaître sans le casque. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont donné un personnage qui s'appelait le Super Shockmaster, qui était le neveu du Shockmaster. Punaise. Ah la vache. Ah mon dieu. Non, c'était pas mieux. Ah mais... Enfin. On va essayer d'arrêter de rire. Mais c'est quand même assez culte. Et il faut savoir qu'il a fait une belle petite carrière au Japon et dans le circuit indépendant. Notre ami... en fait, c'était Fred Ottman qui est sous le personnage de Tugboat Typhoon et donc le Shockmaster. Et aussi Super Shockmaster, bien sûr. Faut pas l'oublier. Mais il a fait un retour vraiment très court à la WWE en mai 94. Oui, il y a eu un match contre Yokozuna, je crois. C'est pas ça? Oui, il avait repris son personnage de Typhoon pour avoir comme une sorte de mini rivalité avec Yokozuna pour bien faire paraître le champion. Ben là, il avait perdu la ceinture, mais l'ancien champion Yokozuna, il était reparti en août de la même année, donc ça n'avait pas bien fonctionné pour lui non plus. Enfin, donc quand tu mentionnais l'émission Legend of Wrestling, si vous avez l'occasion de voir cette émission, je vous garantis que vous allez vous marrer. Il y a Dusty Rhodes qui raconte cette histoire et qui rigolait tellement fort qu'ils ont dû le prendre et l'emmener au vestiaire pour qu'il arrête de rire, parce que tellement il arrivait plus à s'arrêter de rire. On peut pas le blâmer non plus. Ça me rappelle un match à la WCW toujours. C'était entre Diamond Dallas Page et un catcheur qui s'appelait The Machine. Je sais pas si tu te souviens de lui, même brièvement. Non, pas comme ça. Il y avait eu aussi un truc, c'est pas vraiment un incident, mais en fait, The Machine, il était du haut de la 3e corde, dans le coin, et Diamond Dallas Page, il devait se dépêcher d'aller dans les cordes pour le faire tomber, en fait. Okay. Mais au lieu de tomber directement, ce qu'il avait fait, c'est que Diamond Dallas Page a heurté les cordes, l'autre, il a regardé, pendant une seconde, il savait pas ce qu'il fallait faire, et au lieu de, normalement, ce que font les lutteurs, ils se laissent tomber pour que l'entrejambe tombe dans le coin, tu vois ce que je veux dire? Oui, et lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait fait un saut de 2 mètres en avant pour tomber sur les cordes. Oh. Et je sais plus dans quel livre j'avais lu ça, apparemment, même encore maintenant, Diamond Dallas Page rit encore de cette anecdote. Mais est-ce que c'était une personne qu'on connaissait de Machine ou c'était je pense pas. Enfin, c'est comment dire, c'est un truc que j'ai en mémoire comme ça, mais c'est pas spécialement un souvenir ni impérissable ni quoi que ce soit, mais c'est pour dire un peu que des fois il y a des choses qui font rire tellement les gens que même 10 ans après, ils s'en marrent encore, quoi. Et le Shockmaster, c'est un peu ça, c'est quelque part, c'est le genre de choses, tu l'as vu une fois, t'as juste à y repenser et tu rigoles. Non, c'est sûr que l'avoir vu, qu'est-ce que tu viens de me décrire, je m'en souviendrai. Écoute, à la limite, si je retrouve l'extrait avec The Machine, je te l'enverrai en privé, t'inquiète pas. Ouais, je suis presque sûr que ça se trouve très facilement. Ouais, ça peut se trouver, il faut que tu recherches le match en fait, à mon avis tu dois le trouver. Donc un dernier mot à dire sur ta gimmick préférée de tous les temps? Non, je pense qu'on a fait le tour. Malheureusement. Ok. Donc on est prêt à passer au top 3. Ouais. Qui était en fait des équipes qu'on aurait voulu voir durer plus longtemps avant la séparation. Ouais. Donc est-ce que tu veux nommer ta 3e position?
En troisième position, j'ai The Foreign Legion, la Légion étrangère, avec Nikolai Volkov et l'Iron Sheik. De mémoire, ça n'a pas duré si longtemps que ça, et je pense que c'était la combinaison parfaite entre les deux, quoi. Surtout dans les années 80, où après la révolution islamique en Iran, là, c'était considéré comme le grand méchant avec l'Union soviétique. Donc Nikolai Volkov et l'Iron Sheik, pour moi, c'est la combinaison parfaite. Déjà au niveau de la gimmick, et puis c'est deux lutteurs à l'ancienne que j'aime bien. Et voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Non, mais surtout à l'époque, d'avoir des étrangers comme ça qui s'alliaient contre les États-Unis, c'était du hit facile, si on peut dire. Ah, carrément, carrément. D'ailleurs, ils ont recyclé un peu ce genre de choses pendant la guerre du Golfe aussi, où t'avais... Ah, zut. Ah, si j'arrive à me souvenir du nom du personnage. Bon, enfin bref. Et même d'ailleurs, après les attentats du 11 septembre, ils ont recyclé un peu ce genre de choses avec le personnage de Mohamed Hassan, je crois, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si tu te souviens de ça. Oui, de Mohamed Hassan, oui, je m'en souviens. Mais voilà, Donc, et c'était une équipe qui était absolument détestée par le public. Mais si je me souviens bien, c'était eux qui chantaient l'hymne national avant leur combat. Oui. Si. Après ça, l'Iron Sheik qui disait... je pense que c'était quoi? Russie numéro 1, ouais. Iran numéro 1, États-Unis, puis il crachait. Oui, c'est ça. En fait, c'était Volkov, il me semble, qui chantait l'hymne national soviétique. Oui, exactement, oui. Si, moi, personnellement, j'ai pas énormément de souvenirs en vidéo de ça, mais dans ma tête, le peu que j'ai vu, ça m'a marqué. C'est vraiment... Oui, mais si on s'en souvient encore après toutes ces années-là, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose de correct aussi. Et ils étaient pas managés par Freddy Blassie? Oui, je pense que oui, c'est ça. Ouais. Si, c'est ça. Si, Classy Freddy Blassie, ouais. Encore un Hall of Famer. Un de plus. Mais il y avait été aussi le gérant de Hulk Hogan, aussi, je pense, à la fin des années 70. D'ailleurs, comme dit l'Iron Sheik, sans l'Iron Sheik, pas de Hulkamania. Non, oui, il faut lui donner ça. Non, mais il le répète à chaque fois, donc c'est pour ça que je dis. Il en est fier. Non, c'est un des personnages atypiques de la lutte, quoi. Tu peux le classer nulle part. C'est où il te fait rire, ou tu dis, le mec, il est totalement barjot. Mais pour ceux qui ont Twitter, ouais. il faudrait peut-être le suivre parce qu'il continue. On dirait qu'il est encore dans son personnage 24 heures sur 24. Oui, je le suis aussi sur Twitter et il y a des moments où souvent je rigole, il y a des moments où je me dis qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends rien du tout. On se demande s'il est sérieux ou si plaisante, ou même s'il a bu un coup de trop, on sait pas. Donc voilà, moi c'était mon choix en troisième position. Ok, donc moi en troisième position j'avais choisi Bret et Owen Hart. D'accord. Ouais. Premièrement, ils ont duré moins d'un mois ensemble, donc ça a été un peu trop vite à mon goût. On dirait que c'était fait spécialement pour donner une raison pour la rivalité, ce qui était le cas aussi, mais j'aurais aimé ça qui dure plus longtemps parce que d'un côté, t'as Bret qui était quand même technique, puis était plus expérimenté au micro, puis t'avais Owen qui était plus acrobatique, qui était plus rapide, donc pour moi ça faisait quand même une bonne combinaison. Ouais, carrément, mais enfin... Comment dire? On a tellement l'habitude de les voir, que ce soit Owen ou Bret, champion par équipe ou en équipe avec d'autres personnes, que j'aurais pas forcément été vers... vers ce choix, on va dire. Mais il avait quand même réussi à se qualifier pour être aspirant numéro pour le championnat, puis il avait affronté les Québécois au Royal Rumble. Mais... je sais pas si tu te souviens comment ça s'était terminé. Plus vraiment, en fait. Mais Bret, pendant le combat, s'était fait mal au genou. Oui, je me souviens. Malgré tout, pendant plusieurs minutes, il voulait pas faire le relais. Il aurait eu des chances, mais il a pas fait le relais. Puis là, au final, c'est l'arbitre qui a décidé de mettre fin au combat parce que Bret pouvait pas continuer. Owen Hart, il avait été en colère à cause de ça, puis il avait attaqué son frère. C'est là qu'il y avait eu la rivalité qui avait amené au premier combat à WrestleMania 10. Owen avait gagné, c'était continué au SummerSlam 94. D'ailleurs, il y a une interview post-match, juste après l'agression de Bret par Owen, où Owen il fait un botch magnifique au micro. C'était le crachat, tu veux dire? Non. Hein? Où il dit une chose, c'est pour ça que j'étais cassé ta jambe hors de ta jambe. Je sais pas si tu te souviens. Oh oui, je m'en souviens un peu, oui. Bon, c'est pas le pire non plus, hein. C'est sûr qu'on n'est pas au même niveau que le Shockmaster, mais bon.
c'était sur le moment. Ouais. Mais ça me fait penser, je sais pas si tu as entendu le botch que Michael Cole a fait cette semaine à Raw. Ah non, bah en même temps, j'ai pas eu le temps de regarder Raw cette semaine, donc je Ben, pense juste que... pour résumer rapidement, parce que Triple H il avait dit, il a parlé du combat des Rhodes contre le Shield. Il avait dit, Michael Cole, au lieu de dire que c'est les fils de Dusty pour retrouver leur travail, il avait mélangé le mot travail puis fils. D'accord, Donc, ok. Alors, j'ai pas donc, entendu parler de ça. est-ce que tu prêterais attention mais que tu écoutes l'émission? Ouais. Donc, ton numéro 2? Et ben, j'ai les Body Donaz. Et ouais, parce que t'as quand même dedans Chris Candido, et bon, même s'il était avec Sonny, bon, Sonny, on va la rayer de l'équation, très rapidement. Mais... Mais voilà, t'as quand même Chris Candido dedans, et c'était Tom Pritchard, il me semble, qui Oui, était Tom avec. Pritchard qui était dans les Heavenly Bodies Ouais. avec Jimmy Del Rey. Et c'est une équipe qui me semble a duré une année. 95-96 de mémoire. Non? Mais, me semble en 95, Skip il était avec Rad Radford. Je pense que ça avait duré juste un an avec Tom Pritchard. Eh ben écoute, je vais vérifier ça. Hop, attends. Voilà. Je l'ai début 95, fin 96. C'est Wikipédia, c'est pas moi. Mais bon, c'est là, comment dire, Chris Candido, il est pas resté super longtemps à la WWF, surtout dans ces années-là. Après, on va dire qu'il a retrouvé la grâce des fans à la ECW, ou c'était avant peut-être. Non, la ECW, il l'a fait après la WWE. Et Ok. il y avait ici à la WCW aussi. Ah oui, exact, ouais. C'était temps. Attends. J'essaie de retrouver ce que je cherchais, mais bon. Enfin. Moi, j'en ai pas gardé un excellent souvenir, mais rien que pour une équipe qui sort de l'ordinaire et qui visiblement avait pas mal de potentiel dans le ring. Mais bon, faut dire aussi que Sony, c'était un peu le centre de l'attention. Oui, ben surtout pour l'époque, on n'était pas habitué à avoir des divas Ouais. dans tous les combats, donc elle retenait l'attention, c'est certain. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je m'en souviens. Donc voilà, c'était mon choix en deux. C'est un peu moins développé que la Légion étrangère de tout à l'heure. Moi, en seconde position, j'avais choisi Chronique. Oui, Je sais oui. pas si tu te souviens d'eux. Brian Adams et Brian Clark. Ah, je me souviens, oui. Ou Crush et Adam Bomb à la WWE. Donc ensemble, ça a duré environ 11 mois. De avril 2000 à début 2001, à mars 2001. J'ai choisi surtout parce que premièrement, à la WWE séparée, j'étais quand même fan d'eux autres. Donc de les voir ensemble dans une équipe, pour moi, c'était quelque chose que j'étais content de voir. Mais disons qu'ils n'ont pas vraiment eu grand-chose de mémorable non plus pour eux. Il y avait eu un petit passage à la WWE après la rachat de la WCW, mais là aussi, ça a duré quelques semaines, je pense. Je crois qu'on les voit juste pendant une quinzaine de jours et après ils apparaissent plus du tout, je crois, de mémoire, c'est pas ça? Oui, exactement. Ça avait duré, je pense, le temps de peut-être 2 ou 3 combats. Il y avait eu un pay-per-view, mais c'est à peu près tout. Ok. J'essaie de retrouver. J'avais mis une page de côté, je la retrouve plus. Bon, enfin, c'est pas grave, on fera de mémoire. Non. Alors, je peux y aller ou je sais Oui, pas? tu peux faire ta première position. Ok, alors en première position, j'ai longtemps hésité. Parce que je voulais mettre le World Greatest Tag Team avec Shelton Benjamin et Charlie Haas. Mais en regardant le nombre d'années, ils sont encore en activité maintenant. Donc ça date de 2002 jusqu'à 2013. Donc ça se qualifie pas. Donc j'ai dit non. Et à la place, j'ai mis une équipe que j'avais bien aimée. C'était Jericho et le Big Show. Jerry Show. Ouais, ça n'avait pas duré longtemps et je trouve que c'était vraiment sympa. Y compris au micro, je me souviens de quelques fois au micro où le Big Show bafouillait et Jericho rattrapait le truc. Où personnellement, il n'y avait pas spécialement un côté comique là-dedans, mais moi ça m'amusait plutôt pas mal. Puis ça me permettait aussi de recycler le Big Show dans un rôle pas forcément en second plan, ni un rôle de larbin ou un rôle de bouffon. Donc c'est assez rare dans sa carrière. En même temps, ça fait un peu le genre d'équipe qui se complète bien.
Parce que le Big Show, il était plus gros, il était plus résistant, il était plus difficile à soulever pour les adversaires. Puis il y avait Jericho que lui avait tout ce que le Big Show avait pas et vice-versa. Exactement. Donc ça fait une équipe qui se complète parfaitement bien. Et moi, je trouvais... Bon, c'est une équipe que j'appréciais quand même voir dans le ring. Et ça, de mémoire, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Je crois que ça dure 1 an et quelques, si je dis pas de bêtises. J'essaie de vérifier. Hop, j'essaie de vérifier ça. Voilà. Je crois que j'ai la page. Eh ben, non, même pas. Ça se termine en 2010 et ça va commencer en 2009. Ouais, c'est ça, c'est une année. Ouais. Donc environ 1 an, ouais. Après, il y a eu une autre, une autre version de l'équipe avec le Miz et le Big Show. Show Miz, personnellement, je trouvais ça déjà un peu moins bon. Ça faisait pas le même effet que l'original non plus. Oui, bien sûr, bien sûr. Surtout que là, c'était quand même à la base 2 personnages improbables que tu meurs dans une équipe et que ça marche. C'est un peu comme Daniel Bryan et les Ken, en fait, dans l'idée. Ouais, on pourrait dire ça, ouais. Oui, où Non, j'allais dire Kane 2 X-Pac, personnages peut-être, non? Kane X-Pac ou encore Shawn Michaels et Steve Austin, par exemple. Ouais. Que ça fait d'une équipe qui est incompatible, je pourrais dire. Ouais, c'est plus ou moins ça, ouais. Et il me semble qu'ils avaient eu une feud importante contre MVP et Mark Henry. Bon, c'était pas spécialement la rivalité de l'année non plus, mais bon, c'était une équipe que je trouvais assez intéressante. Bien sûr, bon, comme généralement dans ce genre de choses, c'est quand même 2 personnages de premier plan. Donc forcément, ils n'allaient pas les laisser... Non, ils pouvaient pas les mettre en jobber. Ou... Ouais, bah oui. Et de mémoire, je crois que le Big Show avait pris la place de Edge, parce que Edge, il s'était blessé au genou, quelque chose comme ça, non? Oui, c'est pas impossible. Ouais, c'est ça. Il s'était blessé, mais je sais plus où. Ouais, c'est bien ça. Et pour défendre le titre, Jericho, il avait été chercher notre grand dadé favori, le Big Show. Donc c'était un champion de remplacement, si on peut dire. Ouais, un remplacement qui a duré quand même, parce que... enfin. Et en première position, qu'est-ce que t'as choisi de beau? Moi aussi, j'ai hésité longtemps. J'ai vérifié des listes. Puis j'ai fini par choisir les Allied Powers. Lex Luger et le British Bulldog. Ah d'accord, ok. Je veux dire, ça me dit quelque chose, mais je voulais pas dire de bêtises. L'équipe a duré environ 8 mois, qui avait commencé au début janvier 1995. Puis au début, ça avait commencé... Peut-être à l'été de cette année-là, le British Bulldog voulait que les fans arrêtent de chanter USA parce que, premièrement, ça lui montrait pas de respect pour lui. L'équipe était pas entièrement américaine, donc lorsqu'Antadacé finissait par laisser seul son partenaire contre les adversaires, puis un soir à Raw, quand Luger était pas là pour une urgence familiale, le Bulldog avait demandé à Diesel d'être son partenaire contre Men on a Mission. Et pendant le combat, le Bulldog avait fait son heel turn. Donc, l'équipe n'aura même pas eu le temps de gagner aucune ceinture. Ça s'est terminé, surtout que Luger, de toute façon, avait quitté la compagnie sans avertir pour la WCW. Donc, dans le fond, ça tombait peut-être bien pour le Bulldog aussi. Mais c'est marrant parce que j'ai absolument aucun souvenir de cette équipe. Mais vraiment aucun souvenir. C'est ça qui me frappe. Malgré que ça allait durer pratiquement toute l'année 95. Bah ouais, en même temps, à cette époque-là, je regardais plus spécialement, que j'ai repris en cours de l'année 96 de mémoire. Et ouais, j'ai plus aucun souvenir de ça. Il va falloir que je revisionne des vieilles cassettes dans les prochaines semaines. Il y avait eu un combat contre les frères Blue à WrestleMania 11 où il y avait eu, je pense, une chance pour le championnat par équipe contre Owen Hart et le British Bulldog pendant un des New Raws aussi. Ok, bah il va falloir que je vérifie tout ça. Donc, c'est l'heure des prédictions de Battleground. Personnellement, tu penses quoi de ce nom de pay-per-view? On dirait un nom de pay-per-view de la TNA, non? Mais c'est dur à dire d'un côté, ça me fait penser à Ground Zero. Peut-être parce qu'il y a le mot Ground aussi. Mais... Ouais, enfin, moi je trouve ça plus que moyen.
comme nom, enfin bref. Mais parlant de New House, ça aurait fait peut-être un bon sous-titre pour un des New House aussi. Ouais. In New House Battleground. Ouais, carrément, ouais. À la limite, ouais, ça aurait été un peu mieux, on va dire. Ouais, mieux en sous-titre qu'en Ouais. nom principal aussi. Ça Donc, aussi. le kick-off. Ouais. Alors, On a Dolph Ziggler contre Damien Sandow. donc, pour ceux qui se demandent ce qui se passe, Dolph Ziggler, il est à mon avis, dans la même position que Triple H après l'incident du Madison Square Garden. À savoir qu'il a dû faire une grosse connerie en coulisses. Il a dû, et d'après ce que j'ai lu, ça se recoupe. Non. Ouais, tu allais dire? C'était pas une remarque sur Twitter qu'il avait fait, qui se plaignait de la direction de la compagnie ou quelque chose comme ça? Apparemment, dans plusieurs médias, il se serait répandu à faire des déclarations de ce genre-là. Et à mon avis, je pense pas qu'ils font ça pour le punir, mais ils font ce qu'on appelle lui faire manger du caca. Ils vont lui faire ça pendant un petit moment, pour voir, non pas pour voir sa réaction, simplement pour le tester. Et s'il se comporte bien, ça m'étonnerait pas que l'an prochain, on ait que Dolph Ziggler, on en parle en main event, en très haute carte. Oui, parce que premièrement, moi j'étais déçu de voir que justement quand il arrivait à gagner la ceinture, il s'est blessé aussitôt. Et après ça dégringole pour lui, là, ça fait rien d'autre que ça ne peut plus monter depuis ce temps-là. Mais bon, moi je suis pas étonné de le voir en pré-show. Par contre, ce qui m'étonne de voir en pré-show, c'est Damien Sandow. Parce qu'il a quand même la mallette. Donc, Mais ouais. est-ce que ça serait possible qu'il le mette en kick-off justement parce que peut-être on pourrait le revoir plus tard dans la soirée? Si tu comprends la référence que j'essaie de faire. Ouais. Ce serait possible. Ce serait bien possible. Ouais, ça reste à voir. Donc ta prédiction? Je vais dire Damien Sandow parce que je pense que Ziggler, ils vont non pas l'humilier, mais je pense qu'ils vont le tester pendant un petit moment. Tester sa réaction, comme tu disais, voir le calmer, le redresser un peu. Donc, moi aussi, j'avais choisi Damien parce que, justement, s'il a la mallette, ça serait peut-être une bonne chose de le faire gagner pour, justement, le remonter, lui donner plus de crédibilité avant qu'il prenne sa chance. Voilà, pareil. Tout pareil. Donc, le prochain combat, c'est ce qui pourrait déterminer le futur de la famille Rhodes à la WWE. Ouais. Avec Goldust et Cody Rhodes qui vont être accompagnés de leur père Dusty contre le Shield, Seth Rollins et Roman Reigns qui vont probablement être accompagnés par Dean Ambrose. Dean Ambrose n'est pas le père de Seth Rollins et Roman Reigns, il faut préciser. Aucun test le prouve non plus. Donc, si Cody et Goldust gagnent, ils vont pouvoir reprendre leur emploi, mais si le Shield gagne, ils vont être bannis de la WWE et Dusty va perdre son emploi d'entraîneur à NXT. Je pense qu'il va pas avoir de surprise. Je pense que c'est le Shield qui va gagner. Mais surtout, je sais pas si tu as entendu parler, mais Cody Rhodes aurait signé avec la Pro Wrestling Syndicate. T'es sérieux? Ça avait été annoncé sur Twitter, puis Cody avait répondu au tweet. Mais d'après moi, ça serait peut-être une sorte d'entente temporaire entre la WWE et la PWS pour justement rendre l'histoire plus crédible. C'est aussi ce qui s'était passé avec Daniel Bryan quand il s'était soi-disant fait virer il y a 3 ans et qu'il y avait annoncé qu'il serait présent à tel gala d'une compagnie indépendante, et je me souviens plus d'ailleurs laquelle. Et puis en fait, il avait été réembauché 3 semaines après, c'était juste le temps de faire avaler la storyline, on va dire. Mais est-ce que tu te souviens, parce que moi ça me fait penser à ça un peu, c'était en 96 je pense, Brian Pillman, pour essayer de faire croire son histoire de folie plus crédible, il avait dit à Eric Bischoff: renvoie-moi pour faire croire aux gens que je fais plus partie de la compagnie, je vais apparaître un peu à la CW pour que ça soit plus crédible, et après je vais revenir à la WCW pour continuer l'histoire. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est servi de ça pour être signé à la WWE. Je me souvenais plus de cette anecdote. Tiens, mange ça, tonton Eric. Donc c'était à faire voir de ce côté-là, mais pour en revenir à Cody, ça me surprendrait pas que ce soit justement pour rendre le tout plus crédible, parce que je verrais pas pourquoi que la WWE voudrait réellement le renvoyer non plus. Ça serait pas dans leur intérêt. Oui, et puis quelque part, j'ai vu qu'il vient de se marier, Cody Rhodes. Oui, il va se marier. C'était pour ça qu'il prenait des vacances, justement. Justement, ça m'étonnerait pas non plus qu'après le match, tu vois, on les revoit pas pendant un petit moment.
Histoire qui profite bien aussi de sa nouvelle vie de jeune marié. Ouais, ben, justement, prendre une petite lune de miel pour Oui, revenir carrément. reposer après. Ouais, carrément, ouais. Donc, tu disais le Shield. Le Shield. Je vais y aller avec Cody et Goldust. Ok. Je pense pas qu'ils vont gagner, mais je vais prendre ma chance avec eux. Moi, l'issue du match, peu importe, tant que Dusty Rhodes, il arrive pas dans son costume de Maya l'abeille. Je sais pas si tu vois de quoi je veux parler. Ben, les pois jaunes. Oui. Mais est-ce que t'as entendu dire ça, que Vince, s'il aurait pu faire à sa façon, Dusty aurait lutté dimanche. Ouais. Ah non, j'ai pas entendu parler de ça. C'était son idée originale, mais je pense qu'il a pas été... il a pas reçu le feu vert des entraîneurs, des docteurs. Ok, d'accord. Donc, on passe au prochain combat. Ryback contre CM Punk. Je sais pas toi, mais j'ai regardé le Raw de la semaine passée vite fait. Les 2 dernières semaines, je compte pas celui de cette semaine parce que je l'ai pas encore vu, j'ai trouvé que le personnage de Ryback commençait à devenir assez intéressant. Je sais pas, je sais pas ce que t'en as pensé. Dans ce rôle de brute qui n'aime pas les brutes, mais qui brutalise les gens. Ouais, c'est un peu contradictoire. Ouais, mais moi personnellement, j'ai trouvé ça assez sympa. Et à la limite, je pense que cette storyline, elle a démarré, si je dis pas de bêtises, au SummerSlam, où il brutalisait en fait un type qui lui apportait à manger, je sais pas si tu te souviens. Oui, ben, il y avait ça, il y avait Ara, il y avait le traiteur, il y avait aussi Oui, c'était ça, ouais. C'était ça. le sac d'entraînement dans la douche qui avait obligé à le tremper. Il y avait... C'est quoi qu'il avait fait d'autre aussi? Il avait poussé des gens. En tout cas, il a fait toutes sortes de choses de même pour montrer qu'il était plus fort, il était plus... Et je trouve qu'il est plus à l'aise. Je trouve qu'il est plus à l'aise dans ce rôle que dans le rôle de clone de Goldberg, comme ils ont tenté de nous faire vendre pendant un petit moment. Mais déjà, d'être allié avec Paul Heyman, ça peut pas nuire. Oui. Ouais. Ça va beaucoup l'aider. Et je pense que d'ailleurs, les semaines à venir, il va avoir ça va valoir son pesant de cacahuètes parce que il risque d'avoir des choses assez cocasses entre les deux. J'ai l'impression. Surtout avec ce que Paul Heyman a fait ce lundi, ça montre qu'ils devraient rester ensemble longtemps. Fais-moi un petit spoiler là, je peux plus attendre là. Ok, ben, ça a commencé dans un segment en coulisses avec Paul qui disait qu'elle allait faire sa proposition à Ryback en parlant avec Curtis Axel. Proposition? Donc, proposition. Il demande en mariage ou quoi? Ben, c'est ça que tout laissait sous-entendre. Puis, rendu sur le ring, il s'est mis à genoux. Il a demandé Ryback, est-ce que tu voudrais devenir un Paul Heyman guy? Ah, d'accord, ok, tu me fais peur. Non, mais c'était ça, il avait juste dit proposer, il n'y avait rien dit d'autre, donc ça laissait sous-entendre qu'il voulait proposer justement en mariage. Donc, surtout avec le baiser qu'il avait donné sur la joue il y a 2-3 semaines. Oui, je me souviens, c'était rigolo ça. Enfin, donc, je sais pas. Moi, je vais dire Ryback parce que il y a une chose qu'il faudrait, à la limite, il faudrait que la WWE book un match, où le perdant se fait raser la barbe et qui rase cette barbe ridicule de CM Punk qui se prend pour Wolverine. Ça, franchement, son look, je peux plus le voir. Mais sans déconner, hein. Quand je le vois, je trouve ça mais ultra ridicule. Non, c'est sûr qu'une barbe complète, ça lui aurait mieux fait que une barbe à moitié coupée. Non, mais c'est totalement n'importe quoi. Totalement n'importe quoi. Le prochain look de CM Punk qui va faire pousser la barbe comme Bill Gibbons des ZZ Top, tu vois. Peut-être. La longue barbe qui tombe jusque sur le ventre. Voilà, c'est peut-être ça son prochain look, on sait pas. Hein. Enfin. Non, mais non. Pour revenir au combat, allez, je vais dire Ryback. Ok, ben moi, je sais pas si tu te souviens, lors du dernier pay-per-view, Ryback avait aidé Paul Heyman à gagner contre CM Punk en le faisant perdre. Donc, je me dis que peut-être ça va être au tour de Curtis de venir aider pour faire gagner Ryback. Puis le tout, ça ferait en sorte qu'on aurait un combat final entre CM Punk et Ryback au prochain pay-per-view Hell in a Cell pour mettre fin à la rivalité. Donc tu dirais Ryback aussi? Oui, c'est lui que je verrais gagner aussi. Ok. Bon. Donc, le championnat des divas entre Brie Bella et AJ Lee. Ok. Bon, ce sera le moment où il faudra sortir pour aller aux toilettes.
Ouais. Bon, quoi en penser? Bon, je vais dire AJ Lee, et puis comme ça, moi, c'est réglé. Ben, moi, dans un sens, j'ai pas envie de voir AJ perdre la ceinture. Mais puisque la WWE reconnaît dans ses émissions que Brie et Daniel sont un couple qui vont se marier bientôt, ça me surprendrait pas qu'ils fassent gagner les ceintures aux deux sur une période de temps assez rapprochée pour en faire une sorte de couple de champions. Ouais, mais non. Personnellement, c'est pas ce que je vois. C'est pas ce que je vois. Parce qu'un couple de champions, par excellence, c'est un peu comme Triple H et Stéphanie, quoi. Donc, quelque part, c'est pas des babyface. Oui, mais en même temps, ça pourrait mettre justement Triple H en colère de voir que deux personnes qui détestent sont champions. Ouais. Faut voir. Donc, moi, même si je voudrais voir AJ gagner la ceinture, je vais y aller avec qui je pense qu'il va gagner. Donc, moi, je prends pour Brie Bella. Ok. Donc, toi, tu prenais pour AJ? Bah ouais. Ok. Donc, il va y avoir la ceinture intercontinentale qui va être en jeu aussi avec R-Truth contre Curtis Axel. Ah, aussi, j'ai entendu parler vite fait. Enfin, j'ai lu les résultats en fait de Raw. J'ai pas regardé vite fait, mais apparemment R-Truth a gagné un match. Oui, exactement. Il y avait eu une distraction. Le thème de CM Punk, Curtis Axel avait été distrait, puis R-Truth en a profité pour gagner. Ok. Donc quelque part déjà c'est intéressant. Parce que moi le personnage de R-Truth, je le trouve pas si moche que ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'il arrête de rapper avec le public, parce que c'est totalement ridicule. Mais c'est quand même moins pire que Little Jimmy. Oui, bien sûr. Mais le seul moment où j'ai vraiment adoré le personnage d'R-Truth, c'est quand il a fait son heel turn. Je sais pas si tu te souviens. Ça a été vraiment sur une période très très courte, de quoi, les 3-4 mois. Et moi, je trouvais que ce personnage, il avait vraiment de l'avenir. Mais c'est justement ça qui est désolant de voir que les heel turns ou les fast turns ne durent pas aussi longtemps qu'avant. C'est rendu tellement rapide que c'est pratiquement... on s'en fout au final. Oui, parce qu'avant, c'était... On va dire, il y a de ça 10-15 ans, c'était absolument pas anecdotique. Non, mais s'il y avait un changement, même s'il se rendait compte qu'il a fait une erreur, il continuait quand même pour au moins un an avant de faire un autre changement, parce que sinon, c'était insignifiant. Bah, carrément, sauf peut-être à la WCW, où ils sont amusés avec Ric Flair à le mettre heel face. Au bout d'un moment, les gens, ils savaient plus s'ils devaient l'applaudir ou le détester. Donc les gens l'applaudissaient quand même. Et ils étaient pas contents et le retiraient de la carte au prochain show. Je sais pas si tu te souviens de ces histoires. C'est justement pour ce genre de raison-là que c'est pas bon de faire des changements trop rapides. Ça finit par mélanger les fans. Au final, tout le monde est perdant. Ben, carrément. Donc, est-ce que R-Truth peut reproduire l'épisode de lundi une seconde fois? Ben, j'aimerais, mais je pense que là, on a assisté avec Curtis Axel à, comment dire, un règne quand même assez long pour le titre intercontinental. Oui, je pense qu'il vient d'arriver aux 100 jours la semaine dernière. Donc tu vois, t'arrives déjà quand même à plus de 3 mois. Donc, est-ce que ce serait le moment de perdre la ceinture? Je suis assez mitigé. Je pense allez, selon moi, il devrait la garder. Mais selon la logique actuelle, je pense que c'est R-Truth qui va gagner le match. Donc, tu prends pour R-Truth. Moi, je vais dire honnêtement, j'ai encore du mal à décider qui pourrait gagner, mais je me dis, on va y aller à Curtis. Ok. J'ai même pas d'explication, je vais juste y aller sur un coup de tête parce que je sais vraiment... Moi aussi, je n'ai aucune idée de ce qui pourrait se passer. Ok, lac. Donc, le combat pour déterminer le champion de la WWE entre Daniel Bryan et Randy Orton. Ouais. Ah, moi c'est l'Orton qui m'emmerde dans l'équation parce que au micro, je l'ai toujours trouvé très mauvais. Dans le ring, ça va encore. Mais tu la trouves comment, sa nouvelle attitude, depuis que Triple H lui a fait un speech pour dire qu'il était pas assez violent puis il était pas assez sans cœur? Ouais, ben j'ai pas tellement relevé de changement particulier. Ben, depuis qu'il a dit ça, c'est là qu'il avait attaqué Daniel Bryan avec la chaise pour l'avait mis sur le cou. Il avait commencé à faire les DDT à l'extérieur du ring. Ouais, enfin, pour moi, Orton, ça reste Orton. Je veux dire, tu peux lui mettre n'importe quelle ceinture, pour moi, ça reste Randy Orton.
C'est un lutteur pour les midinettes, quoi. Oh mon Dieu, il est trop beau. Non, moi, je suis pas. Non, mais sans déconner, c'est pour moi, pour moi, Randy Orton, c'est ça, quoi. Je l'ai jamais trouvé spécialement bon dans le ring. Alors au micro, des fois, c'est une calamité. Au point que ça arrive des fois que je regarde Raw ou SmackDown et il parle, je fais autre chose en attendant. Est-ce que tu te souviens quand il avait oublié son texte puis il avait demandé à... C'était qui était sur le ring avec lui? Je sais plus, mais... Je m'en souviens plus, il avait demandé son texte puis il avait chuchoté. Tu confonds pas avec le Rock Ah non, c'est le Rock qui avait écrit dans sa main. Oui, le Rock l'avait écrit sur son bras, puis récemment c'était Stephanie McMahon qui l'avait écrit dans sa main son texte. Pour dire, mais ils ont que ça à faire de la journée, surtout pour Stéphanie. Je dirais, elles doivent pas s'entraîner. T'as que ça à faire de la journée. Tu prends 1 heure, tu vois, pour apprendre ton truc. Et puis 10 minutes avant le show, ou 10 minutes avant de monter sur le truc, tu relis tes notes vite fait pour te remettre dans le contexte. Mais non, ça me dépasse personnellement. Ben, moi, ce que j'aurais trouvé mieux encore, c'est de reprendre la technique d'avant où ils disent OK, il faudrait que tu parles de ça, puis de ce point-là, puis après ça, eux, ils le font dans leurs propres mots, comme ça paraît plus naturel. Ben, carrément, puis il y a aussi une petite partie d'improvisation. Oui, exactement. Comme ça, chaque texte a l'air différent parce qu'il va avoir été improvisé par la personne tout en respectant les points clés demandés plutôt que d'apprendre un texte obligatoire mot pour mot parce que c'est écrit par les mêmes personnes. Donc, sensiblement, ils vont se ressembler peut-être un peu plus. Moi, personnellement, cette façon de faire, pour moi, c'est la meilleure. Parce que tu testes vraiment la personne pour voir si, 1, elle a de la répartie, 2, si ce qu'elle est capable de sortir dans le contexte. Oui, exactement. C'est pour ça que je comprends pas que la technique qui était utilisée dans les années 80 puis une bonne partie des années 90 soit plus viable aujourd'hui. Pourtant, ça serait la chose à faire, l'improvisation. Bah ouais, pour moi, c'est ce qui me paraît le plus logique, mais bon. Enfin, ils ont peut-être peur d'avoir des incidents directs comme... c'était Booker T, je crois, qui... Je sais pas si tu te souviens ce qu'il avait dit après Hulk Hogan. Non. Le fameux botch de Booker T. M'oblige pas à le dire, parce que je te le dirai pas. Oui, non, je le dirai pas, c'est insultant quand même. Si... Il avait dit Hulk Hogan, we're going for you, et il y a le mot en N. C'est qu'il faut pas trop prononcer aux États-Unis. Ouais, je comprends. Ouais. Donc, je pense que ça faisait partie aussi d'une improvisation du sur le vif, on va dire. Le manque de retenue. Oui, ouais. C'est un peu comme Mean Gene, où c'était au SummerSlam, je ne sais plus lequel, où t'as la pancarte qui tombe derrière lui, il y en a interview, il se retourne et il crie fuck it. Je sais pas si tu te souviens. Oui, je m'en souviens. Puis il y avait aussi l'épisode où il était en train de faire une entrevue. Je pense que c'était avec Rick Rude ou Ric Flair, je me souviens plus. Puis il y avait une personne qui fumait hors champ de la caméra. Oui, qui l'a dit. Et t'as ta putain de cigarette, je me souviens. Quelque chose comme ça. C'était... c'est pour ça qu'on l'aimait bien, Mean Gene aussi. Oui, ben... C'est le mec qui était capable... C'est le mec qui était capable de déclencher quasiment une tempête dans un verre d'eau ou d'éclater de rire. Oui, il s'était caché derrière le dos d'une personne dans une entrevue parce que quelqu'un... comment speech, comment il s'appelle, lui? Il y en a... C'était pas Magnum TA ou... Attends, faut que je vérifie. Donc, pendant que tu cherches ça, je vais te parler de... c'est ça, t'as raison. T'as Magnum? Si, c'est bien ça. Où il y a une interview avec Mean Gene, où... Il est pas capable de se retenir. Où il dit qu'il était descendu en ville à San Francisco pour chercher une femme, c'est ça? C'est ça? Et qui arrive pas à trouver de femme, et qui a trouvé des hommes qui ressemblaient à des femmes, et l'homme Mean Gene, il éclate de rire, et il est obligé de se retourner. Et il continue à tendre le micro. Si. Ça fait pas son mieux rester professionnel, mais ça paraissait qu'il riait. C'est comme le Shockmaster, ça fait partie des choses, rien qu'à y penser, je peux rire pendant 2-3 minutes, quoi. C'est la vraiment... magie du direct. C'est pour ça qu'on aime bien cette façon de faire. Enfin, donc il faut choisir, on va revenir au sujet, entre Bryan et Orton. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas que c'est pas évident. C'est le nombre de fois. Ça fait déjà 2 fois que Bryan il gagne la ceinture et que derrière il lui retire. Donc je vais y aller une 3e fois. Comme ça, ils vont lui retirer la ceinture une 3e fois et ce sera fait. Jamais 203. Ben, je voyais les choses un peu différemment de mon côté. J'ai l'impression que le combat... C'est un sarcasme, Mike. C'est un sarcasme. Okay. Donc, tu prenais pour Randy? Oui, malheureusement. Donc, moi, ce que je voyais, c'est que avec tout ce qui s'est passé, le combat pourrait prendre une tournure
un peu hors de contrôle pour l'arbitre, puis ça va se finir en double disqualification. Comme ça donnerait une raison pour les placer dans l'intérieur du LNSL pour le prochain pay-per-view qui va avoir lieu dans quelques semaines pour déterminer une fois pour toutes un champion définitif. Donc, ma prédiction, c'est qu'il va y avoir aucun gagnant dimanche. Ok. Ok, d'accord. On remarque que c'est possible aussi. Ça serait mieux que justement de lui retirer une autre fois, puis ça donnerait un peu le temps de préparer les choses plus profondément avant de déterminer le champion définitif. D'accord. Donc, Ce qui est possible aussi, remarque. oui, bon, on sait jamais avec eux. Ouais. Le dernier combat à parler, c'est le championnat du monde qui va être sous les stipulations d'un combat hardcore entre Rob Van Dam et Alberto Del Rio. Ouais. Moi, je pense que ce sera... Comment dire? Rob Van Dam, il a un contrat, d'après ce que j'ai vu, à vraiment court terme. Oui, ben c'est des périodes de 90 jours que justement, ça s'achève, je pense, dans la période du pay-per-view, justement. Donc, on ne devrait pas le revoir pour une période qui n'est pas encore définie. Ça peut être peut-être 2-3 semaines, peut-être 2 mois, je ne sais pas encore. Donc, à mon avis, il va pas gagner la ceinture ce dimanche. Ça, faut pas rêver. J'aurais aimé ça, par contre. Bah, moi aussi, mais vu le contrat qu'il a, même s'il y a moins de risques qu'il reparte à la concurrence que dans les années 90, je pense pas qu'ils vont lui faire gagner la ceinture. Ou alors, ça va être un règne de une soirée. Oui, avec un peu le lien de ce que j'avais dit plus tôt. Voilà. Donc, allez, je mise pas sur Rob Van Dam, comme ça au moins c'est fait. Parce qu'il fallait choisir. Ouais, j'avais aussi pensé à Alberto Del Rio pour gagner à cette soirée-là. Ok, bah, t'avais déjà fait le travail. À moins que, justement, Alberto réussisse à gagner et après, Damian vienne prendre la ceinture tout de suite. Ok. Enfin. Dans tous les cas, si Rob Van Dam gagne la ceinture, il va pas la garder très longtemps non plus. En tout cas, en disant que son contrat s'achève, j'espère qu'à son retour, il pourrait peut-être la gagner, même si c'est pour un mois. Question de lui donner un dernier ring avec la ceinture avant une retraite définitive, parce qu'on ne se le cachera pas que ça doit s'en venir quand même. Oui, bien sûr. Même moi, c'est quelque chose que j'aimerais voir. Donc, on va se croiser les doigts que ça arrive bientôt. Bah ouais. Donc, ça met fin à l'épisode pour cette semaine. Donc, on va se revoir dans, je pense, 3 semaines pour El Nacel. Donc, à bientôt. À la bientôt. Salut. Salut.